Et bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Chaque semaine, on aborde un thème de société et on l'honore ou on le pulvérise, parfois les deux, mais dans tous les cas, on le fait avec énormément de mauvaise foi, car c'est ça qui nous fait marrer. Avant que l'on ne rentre dans le vif du sujet, une nouvelle terrible m'est arrivée les amis. J'ai eu mon premier cheveu blanc. Et en plus, c'est pas un truc discret. C'est vraiment un petit épi bien visible, bien rebelle qui fait coucou aux gens à qui je parle. C'est infernal en fait. Et c'est terrible parce que j'ai les cheveux bien noirs, donc en fait, tu vois que ça. Il n'y a aucun camouflage possible. Alors ça va, je m'en remets, vous vous en doutez bien, mais je sens que je commence un peu à vieillir. Mon gamin rentre au collège cette année et le premier cheveu blanc arrive. Si tu veux, je suis plus aussi serein qu'avant, tu vois, je sens que la vieillesse arrive. Mais bon, je m'en tire bien, ça arrive alors que j'ai 35 ans, donc c'est pas pire. J'ai des collègues qui ont mon âge qui ont déjà les cheveux poivre et sel. Les mecs, ils avaient rien demandé et en une nuit, ils sont passés de Timothée Chalamet à Georges Clooney. Moi, je sens que ça va être progressif parce que j'ai les gènes asiatiques. Donc la nature va être un peu plus clémente avec moi. Bon, en échange, elle m'a donné une vision éclatée au sol, mais ça, une petite opération laser effectuée en avril dernier, et maintenant je vois un HD. Je me suis payé des yeux bioniques, maintenant je peux déceler plus facilement les fils d'up dans la rue. Une grosse avec les cheveux bleus rasés d'un côté à 15h, Delta 1, et les fils en vue, je répète, et les fils en vue à 15h. Bien sûr, Alpha 2, intervention immédiate, la camionnette l'emmène tout de suite en randonnée dans le Vercors. Alors, c'est peut-être une mauvaise idée d'emmener une baleine en randonnée. Là, j'ai vu passer une vidéo d'une américaine qui a dû être héliportée au bout de 3 bornes de rando parce qu'elle en pouvait plus. Elle a eu un coup de chaud, elle s'est mise en PLS avec couverture de survie, elle hyperventilait, elle n'arrivait plus à bouger. La nana, elle était plein de bonnes intentions. Finalement, ça va lui coûter 70 000 balles. Mais putain, on part pas comme ça en rando quand on fait 150 kilos en fait. Je salue l'effort et la volonté, mais la montagne, c'est pas un terrain de jeu. Soit t'es préparé, t'as fait de la marche à plat plusieurs fois auparavant, t'as fait des séances d'escalier à la salle et tu t'es bien équipé pour la sortie, soit la montagne, elle te bouffe tout cru. Et là, quand tu vois le mastodonte, crois-moi qu'elle avait affecté. Oh putain, ça démarre sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Bon allez, les copains et les copines, si je vous ai parlé de ma chevelure noire de jet, ce n'est pas pour rien, puisque c'est une caractéristique commune à tous les Asiatiques. On a la tignasse ultra ténébreuse. Un peu comme Kelly, notre personnage du jour. Alors j'ai aucune stat sur ça, mais dans chaque famille eurasienne, t'as toujours une Kelly en fait. C'est l'enfer. En fait, nos parents, fallait qu'ils trouvent des prénoms occidentalisés. Ils se sont réunis et ils se sont tous dit, nos filles, on va les appeler Kim et Kelly. Les garçons, ça sera David et Michel. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça doit être le sujet du jour. Je pense qu'il est tellement proche de moi que ça me parle. Ça me parle beaucoup trop. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Vous savez quoi? On va faire simple. Je vais balancer le jingle, je vais aller bouffer mon porc au caramel et je reviendrai quand je serai un petit peu plus détendu. Bon voilà, je suis calmé, je me suis hydraté, on va pouvoir se concentrer sur notre sujet du jour. Alors sur quoi va nous amener Kelly aujourd'hui? Le titre de l'épisode vous l'a déjà spoilé, c'est normal. On va parler des Asiatiques de France. D'une part parce que je fais partie de cette communauté, ma mère étant cambodgienne, et d'autre part parce que la voix des Asiates commence à se faire de plus en plus importante, donc je vais apporter ma pierre à l'édifice. Alors attention, ici on ne va pas se concentrer sur la Chine, le Japon et la Corée, car ce sont des histoires différentes que je ne maîtrise pas, mais plutôt sur les pays d'Asie du Sud, donc Laos, Vietnam et Cambodge. On pourrait y mettre aussi la Thaïlande, mais c'est dans une autre mesure. C'est extrêmement important que l'on fasse cette distinction entre tous ces pays, et vous allez comprendre pourquoi, je vais tout vous expliquer. Alors vous voyez, j'ai fait de l'humour sur les prénoms que nos grands-parents ou nos parents nous ont donnés, mais en fait, il faut savoir que c'est très révélateur sur l'état d'esprit des Asiatiques de France de manière générale. Kelly, elle est un peu comme vous qui écoutez ce podcast, elle a entre 30 et 50 ans, et ses parents ou ses grands-parents sont des réfugiés politiques. Ils ont fui la guerre du Vietnam ou la guerre civile au Cambodge. Les deux événements sont très liés d'ailleurs. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais pour vous la faire simple, pendant la guerre froide, les États-Unis et la Russie ne s'affrontent pas directement, mais par pays interposés. Donc le Vietnam va être l'un des théâtres de cet affrontement.
Au nord, tu as ceux qui sont soutenus par le bloc de l'Est, donc la Chine et la Russie, et au sud, le bloc de l'Ouest, les Américains et leurs alliés. Les combattants nord-vietnamiens, les enculés de communistes donc, vont utiliser le Cambodge pour servir de passerelle pour faire transiter le matériel et les troupes pour aller au sud du Vietnam. Donc le Cambodge va être lui aussi en proie à des conflits internes, puisqu'une petite merde du nom de Salotsar, tu vois, il a déjà le mot salaud dans son blaze, ou Pol Pot pour les intimes, va profiter de toute cette merde pour s'allier aux Nord-Vietnamiens, renverser le pouvoir du roi, déclencher une guerre civile, mettre en place le communisme et perpétrer d'énormes crimes de guerre en massacrant la population et en faisant un nettoyage ethnique de ses propres congénères. J'ai résumé très vite, les amis. Je pourrais en faire 3 podcasts, mais ce que vous devez comprendre, c'est que le Laos a aussi été embarqué dans ce conflit et que c'était la guerre à peu près partout dans ces 3 pays. C'est pour ça que nos aïeuls ont fui leur pays d'origine et sont allés s'installer dans les pays amis, ceux qui soutenaient les Américains. Et parmi eux, on avait bien évidemment la France. Cela vous rappelle-t-il quelque chose, les petits loups? Quel autre pays, colonisé comme le Cambodge par la France, a vécu une guerre civile et a vu ses autochtones fuir vers ce même pays? C'est un pays du Maghreb. C'est un pays qui n'avait rien avant que la France vienne y construire des hôpitaux et des routes. Son drapeau est composé majoritairement de blanc et de vert. C'est l'Algérie. Bravo, c'est un 4 à la suite. Alors, de ce constat, on va pouvoir s'amuser à faire une belle comparaison, les amis. On va pouvoir comparer la manière dont les Algériens et les Asiatiques se sont intégrés à la France. Les parents ou les grands-parents de Kelly se sont donc retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, avec une culture qu'ils ne connaissaient pas, une langue qu'ils ne connaissaient pas, et des us et coutumes auxquels ils étaient étrangers. Il y a donc eu un déracinement forcé par la guerre, mais choisi aussi. Ils auraient pu rester dans leur pays et subir les massacres, bon, c'était pas vraiment une option, ou choisir de s'exiler à l'étranger. Tu as eu des pays voisins comme la Thaïlande, qui ont été terre d'accueil, mais tu as eu aussi beaucoup d'exil en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, mais aussi en Australie. En Europe, tu en as qui sont partis en Allemagne ou au Royaume-Uni, voire même parfois en Hollande. Donc ça s'est dispatché dans le monde entier, avec une appétence prononcée pour les pays occidentalisés et chrétiens. Les Algériens, hormis ceux qui n'avaient pas le choix, notamment les Harkis, eux se sont tournés, et c'est bien logique, vers des pays qui pratiquaient leur religion. Ah non. Ah non, en fait, c'est pas ça. Ils sont allés majoritairement en Europe et surtout en France. Donc les Algériens se sont dit, bon attendez, faut fuir notre pays là, c'est la merde, où est-ce qu'on va aller? Donc on vient tout juste de se faire coloniser par la France, et contrairement au Cambodge, on a détesté ça. Nous on mange pas de porc, les bibles sont interdites dans notre pays, on ne boit pas d'alcool, nos femmes sont soumises et n'ont quasiment aucun droit, nos ennemis toujours sont ceux qui n'adhèrent pas à l'islam. Combien y a-t-il de pays musulmans dans le monde? 54, d'accord, eh bien on va aller en France. C'est logique ça, non? Qu'on aille en France, le pays qui nous a fait la guerre et avec qui tout nous oppose. Bon allez, pourquoi pas? On est un pays de gauche, on vous a colonisé, on vous doit bien ça. Après tout, c'est de la faute de la France à la base. Donc c'est de bonne guerre. Mais c'est aussi la faute des Américains s'il y a eu la guerre au Vietnam. C'est aussi la faute de la France qui a colonisé le Cambodge, même s'il y a eu indépendance entre-temps. Donc là, Algériens et Asiatiques du Sud sont sur un pied d'égalité. À peu de choses près, ils se retrouvent dans la même situation. Et là, on va se concentrer uniquement sur le cas de la France. Les aïeuls de Kelly, bien qu'ils soient totalement paumés, se retroussent les manches directes. Ils se sont fait extrêmement discrets et procèdent à 2 choses. Apprentissage de la langue française et recherche de travail. Donc c'est ça que font les grands-parents. Ils vont à l'usine faire des métiers horribles, fatigants physiquement, pénibles, où ta seule lumière c'est taper à la fin du mois. Et en plus, ils sont très assidus sur les cours de français, majoritairement obligatoires, car dispensés par l'État. Il y a une volonté immédiate de se fondre dans la masse, si tu veux. Les grands-parents de Kelly ont très rapidement fait le deuil de leur pays. Leur nouvelle terre d'accueil, c'était la France. Ça y est, c'était accepté. Oui, ça a été horrible et dur, mais là, il y a une nouvelle chance qui s'offre à eux. Donc, ils se sortent les doigts. Ils sont très résilients, les Asiatiques. Et ils font tout pour que ça fonctionne. Il s'est aussi passé autre chose, c'est qu'au moment de faire les papiers, ils ont pu faire changer les noms de leurs enfants pour ceux qui en avaient. Donc là, c'est très simple. Les grands-parents de Kelly ont pris le calendrier et ils ont fait ça. Ok, on a 2 garçons et une fille qui viennent avec nous et qui fuient la guerre. Ils ont leur prénom d'origine, mais on va mettre sur les papiers Robert,
Michel et Blandine. Voilà, comme ça, ils trouveront du boulot plus facilement et ils vont moins galérer à s'intégrer. Et c'est aussi ce qui va se passer pour les réfugiés politiques qui vont avoir des gosses sur le sol français. Les prénoms donnés seront systématiquement des patronymes issus du calendrier chrétien. Et vous pouvez le constater aujourd'hui, même s'il y a une petite mode de revenir aux origines, quoiqu'encore assez ténue, les Asiatiques autour de vous ont tous des prénoms français. Il y a eu beaucoup de prénoms en K. Donc les Kelly, Kim, Karine, Kevin, ça y allait fort fort. Mais tu as eu aussi beaucoup de David. Des David asiatiques, j'en ai connu une chier. J'en ai dans ma propre famille. Et c'est pas anodin, c'est un prénom biblique extrêmement puissant. C'est l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, c'est le roi qui aura eu peut-être le plus d'influence sur le peuple juif avec le roi Salomon. Il y a donc eu une vraie volonté d'assimilation culturelle de la part des Asiatiques, et c'est passé aussi par les prénoms donnés aux enfants. De l'autre côté, qu'ont fait nos amis algériens? Bon, t'en connais beaucoup des Xavier, Isabelle, Pierre ou Géraldine musulmans, toi? Bah non, bien évidemment que non. Et même ceux qui tentent de faire un peu moins arabe, ça reste des Yanis, Ilyes, Soraya, Inès ou Lina. Mais c'est déjà moins pire. Les parents qui ont donné ces prénoms-là font partie des musulmans qui essaient de s'adapter à la France, et on peut les féliciter pour ça d'ailleurs. Est-ce que tu penses que tu es en train d'essayer de t'assimiler quand tu appelles ton enfant Abdelkader, Mohamed ou Wafa? Et j'ai rien contre ces prénoms, attention. Je dis juste que la volonté de s'intégrer n'est déjà pas la même comparée à la communauté asiatique. Donc les parents ou grands-parents de Kelly, peu importe, sont désormais bien installés en France et leur seul et unique projet, c'est de coffrer un maximum de thunes pour retrouver un peu d'indépendance. Et c'est ce qu'ils vont faire pendant des années, à une époque où épargner avait encore du sens. C'est là que la pauvreté va frapper la famille de Kelly, comme toutes celles des familles asiatiques des années 70 à 90. Il va y avoir une volonté puissante de mettre des sous de teco. Et donc ça passe par des sacrifices. Donc là, s'il y a des anciens qui m'écoutent, ça va leur rappeler des souvenirs. C'était la misère. Il n'y avait pas grand-chose à becter. Il y avait des vêtements trop petits et trop usés qui étaient recyclés entre les frères et sœurs. Et il y avait très peu de jouets. C'est comme si la guerre les avait suivis, si tu veux. Fallait pas trop qu'il y ait d'opulence ou ne serait-ce de signe que tes enfants étaient un petit poil aisé. Ça, c'est un petit truc de la communauté asiatique de l'époque. Moins tu en montrais, mieux c'était, et ça passait notamment par les enfants, qui étaient le faire-valoir. Mais il y avait quand même une solidarité entre eux. Très rapidement, les Asiatiques se sont retrouvés, se sont regroupés et sont restés en clan. Ça, c'est quelque chose démographiquement et socialement qui est normal. Les immigrés turcs, italiens ou portugais ont fait pareil. On connaît tous ces communautés en France. Il y a d'ailleurs eu quelques altercations entre les communautés asiatiques et ces communautés-là, mais ça c'est pour un autre podcast. Bref, en tout cas, Kelly et ses frères, t'imagines qu'elle n'est pas fille unique. Les Asiatiques à cette époque, ça pond des œufs tous les ans, c'est Pâques en fait. Donc toute cette fournée vit une enfance des années 70, début des années 80 en France. Donc on est au sortir des 30 glorieuses, il y a moins d'argent et il n'y a pas encore la technologie comme on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la rouille, si tu veux. Les parents ne leur laissent pas un rond, mais ils leur laissent de la liberté. Donc, quand tu as ce combo gagnant, c'est connerie sur connerie, en fait. Kelly, elle essaie de rattraper comme elle peut ses petits frères, mais ils passent leur temps à se battre avec les Turcs et les Arabes. Déjà, à cette époque, il y avait une forme d'animosité, tu vois. Et les Français vont prendre parti assez vite pour les Asiatiques. Oui, parce que c'est eux qui se rapprochent le plus de leur culture. Ils ont le même blaze, déjà ça aide. Il y a du respect, il y a le respect du principe de la laïcité aussi. Les Asiatiques sont bouddhistes et à part une petite chaîne discrète autour du cou, ça reste à la maison. Il y a une volonté d'apprendre les rites et les coutumes des Français. Quand ça devient ado, les Asiatiques, eux aussi, ils aiment bien se faire des gueuletons, faire des après-midi où tout le monde part au lac ou à la rivière, jouer à la pétanque et se mettre des grands ricards et des whisky coca dans le gosier. Et surtout, les Asiatiques, même si leur scolarité a été assez difficile, sont partis tout de suite après le brevet taper dedans. Donc ça a été métallurgie, bâtiment et soudure pour les hommes, et coiffure, esthétique ou commerce pour les femmes. Mais là, je vais un peu trop vite, les amis, puisque avant tout ça, les grands-parents étaient tout de même dans les parages. Ils étaient un peu dépassés par tout ça. Eux, ils étaient concentrés dans leur taf et dans leurs grands projets, et les enfants ont grandi. Alors de temps en temps, t'as quand même eu un mélange de raclée et de geste de tendresse. En fait, tu passais de la punition de la daronne vietnamienne, cambodgienne ou laotienne à tiens, je vais vous acheter tous des pompes, vous me faites trop pitié. Alors, il y avait un sévice horrible à cette époque. Tu faisais une connerie,
Ta mère t'appelait, elle te faisait t'asseoir en face de toi et elle te demandait de rassembler tes doigts, de les coller et de les pointer vers le ciel. Donc là, je sais pas si vous imaginez le truc. Et toi, tu comprends pas ce qu'elle veut ta mère. Et là, en fait, de son dos, elle sort une paire de baguettes et elle commence à te flageller les ongles. Clac! Aïe, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Clac! Alors là, il y a plus de sentiments. Elle te parle dans sa langue natale et t'explique que l'école a appelé et qu'elle sait que tu sèches les cours et que t'as des notes de merde, en fait. Et en vrai, tu préfères cette douleur que ta mère t'inflige parce que tu sais très bien ce que ton père peut te faire. Parce que lui, s'il apprend tout ça, t'es vraiment dans la merde, en fait. C'est un tortionnaire, le type. Donc là, ta mère, elle te dérouille, mais elle te protège à la fois. C'était infernal, putain. Mais pourquoi ils balisent comme ça, les parents? Eh bien, c'est très simple. Ils ne veulent surtout pas de problème à la maison. Donc, heu, quand les enfants deviennent un petit peu trop cons, ils sont ramenés sur le droit chemin. Au contraire de nos amis maghrébins qui, eux, avaient quartier libre et étaient rarement inquiétés par les darons. Du côté asiatique, il y avait volonté de ne pas faire de la merde et de se faire discret, car ça y est, les thunes sont là. Des années et des années d'économie, de dur labeur pour enfin aller voir la banque. Donc là, il faut que le dossier soit solide, il faut que le dossier soit impeccable en fait. Il faut l'apport et il faut surtout pas qu'il y ait mauvaise réputation. Oui, parce que contrairement à aujourd'hui où ton banquier est aussi utile que le tri sélectif et a été remplacé par des algorithmes qui te disent oui ou non pour ton prêt sans avoir besoin de lui, à l'époque, ton banquier avait droit de vie ou de mort sur toi en fait. Avant les années 2000, le banquier avait un pouvoir de décision réel. Et là, les darons, ça y est, ils présentent leur projet d'une vie. Ils ont le cul tout serré. Ils veulent ouvrir leur propre commerce. Et on va leur dire oui. On va leur dire oui parce que effectivement, ils ont bonne réputation. Effectivement, il y a eu effort d'intégration. Effectivement, les comptes sont propres, nets et sans bavure. Beaucoup de banques françaises vont donc faire confiance aux Asiatiques, et à raison d'ailleurs. C'est ainsi qu'ont commencé à fleurir tous les restaurants, toutes les épiceries, tous les bars, tous les salons de coiffure et tous les quartiers asiatiques dans plein de villes de France. Alors, pas toutes les familles ont fait ça. Certains darons s'en sont très bien sortis dans le salariat et ont ramené des tales, mais une bonne partie va se lancer dans le commerce. Et ça va, dans bien des cas, marcher fort fort. Par contre, tout le monde doit contribuer à l'effort de guerre, donc les enfants vont aider. Tout le monde va faire ses premiers faits d'armes dans le commerce, mais version France. Là, c'est pas le pays où c'est free to play, tu vois. Là, il n'y a pas de petite guinguette en bord de rue. Là, il y a des règles, en fait. Il y a de la TVA, il y a de l'hygiène, et il y a un minimum d'organisation et de service client à fournir. Il y a des cartes de restaurants à établir ou des étiquettes pour des paquets de nouilles ou de bambou en conserve. Et qui est allé à l'école pour faire ça? Qui est pas trop teubé et sait écrire? Les enfants. Donc les enfants, ou plutôt les ados maintenant, vont aider les parents. Et avant que l'État ne devienne cet horrible Big Brother, ça brassait pas la petite bourgeoisie qui venait ouvrir ses chakras à la culture asiatique, de se faire servir et encaisser par une gamine de 13 ans, si tu veux. C'était même attendrissant. Maintenant, si ta cousine veut t'aider à éplucher des oignons pendant 10 minutes, tu dois lui faire une DPE. Sinon, les flics viendront, prendront tes empreintes et tout ça au commissariat. Et ça, je vous jure que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais ça sera pour le podcast où je vous raconterai ma vie de restaurateur. Bref, tout ça pour vous dire que notre amie Kelly va baigner dans cet univers, elle va même se prendre au jeu et voir qu'elle est très à l'aise, soit à encaisser, en fait, non, les Kelly, elles sont toutes très à l'aise à encaisser. Si tu veux, le terminal CB, c'est un prolongement de leurs mains. Mais faut pas se leurrer. Ce qu'elle préfère, Kelly, c'est quand même entuber le système et faire du black. Bah oui, soyez pas cons. Ses parents et elle voient très bien que d'année en année, les gouvernements imposent de plus en plus les patrons et l'asphyxie se fait de plus en plus importante. Donc là, faut arriver à rouler le système et à coffrer. Tu vois, faut rouler les nems, mais faut rouler le système aussi. Les tickets restaurants, les espèces, il y avait un deuxième coffre-fort pour ça. Donc les TR, c'était pour nourrir la famille et donner des enveloppes à Noël, et les espèces, en grande partie, pour envoyer à ceux qui sont restés au pays. Oui, parce qu'il y en a qui sont restés au pays. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu fuir la guerre, et quelques-uns, quelques membres de la famille ont pu survivre, ont pu passer à travers les mailles du filet. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le jeu pour nos amis asiatiques, et c'est là où à la fois je trouve ça normal et humain, et aussi terriblement mauvais genre par rapport à la France. Mais on va y revenir. Bon là, faut imaginer. La communauté asiatique est sortie de la pauvreté. Elle a des affaires, les grands-parents ont quand même
ouvert tard leur commerce et sont rincés de toute une vie où il y a eu une vie au pays, la guerre, la fuite, la reconstruction. Donc là, ils sont fatigués en fait. Mais il y a des thunes de côté. Et donc, il y a un relais qui va se faire avec les enfants. Les enfants vont prendre les rênes des épiceries, des bars, des billards, des salons de coiffure, des restaurants et de tout ce que tu peux imaginer. Les grands-parents vont donc se mettre en retrait. D'ailleurs, c'est un retrait forcé par les enfants. Les enfants gèrent mieux l'affaire. Ils ont plus les codes, ils connaissent mieux la législation, les lois, ils maîtrisent plus la langue, bref, c'est mieux comme ça. Entre-temps, il s'est passé deux choses. Première chose, c'est qu'énormément de fonds vont être transférés dans le pays d'origine et les grands-parents vont commencer à y retourner. Le spectre de la guerre est encore là, il y a encore des séquelles, mais les pays se reconstruisent petit à petit. Et là, les grands-parents vont entamer une deuxième vie en fait. Tous les ans, et 2 fois par an, ils vont y retourner et faire des affaires. Bon, nous, les enfants qui restons en France, parce qu'on on vient pas avec eux, on sait pas trop ce qui se trame. Mais apparemment, ça se passe bien. Ils vont déjà, dans un premier temps, sortir de la misère, ceux restés là-bas. Donc, toutes les tantes, les cousines, parfois même les frères et sœurs encore en vie. Donc là, il va y avoir un achat de terrain et construction d'énormes villas. Mais ça va prendre énormément de temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Non seulement parce qu'il faut mettre des fonds petit à petit, et aussi parce que bah, y a le temps de construction de ces bâtiments. Moi, quand je suis allé au Cambodge, j'ai pété un boulard en fait. Mais pareil, on va y revenir. Quand les grands-parents vont revenir du pays, parfois ils vont ramener dans leur bagage une cousine. Ils vont la sortir du pays pour qu'elle habite en France et y travailler. Bah oui, il y a déjà tout. Il y a du boulot qui t'attend au restaurant, ma petite. Il y a des nems à rouler, il y a des nouilles à sauter ou des canards à laquer. Donc c'est là que pour le coup, le regroupement familial asiatique va avoir lieu, tout comme nos amis algériens. Donc bien évidemment qu'il va y avoir du mariage blanc. Donc là, attends. Attends. Donc le grand-père, un jour, il convoque ses fils et il leur dit: vous avez des copains célibataires qui veulent se marier? C'est une réalité, ça, les amis. C'est pas des légendes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, en fait, t'as le daron, il dit, bon, allez, j'ai un fils célibataire, donc lui, je vais le maquer. Lui, il a des potes, là. Ok, toi, tu t'appelles comment, toi? Ouais, Laurent? Ouais, Laurent, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ok, t'as pas envie d'avoir une petite asiatique à la maison, là? Si, non, mais t'inquiète, n'aie pas peur, ça va passer. On va faire un mariage. Tu sais quoi, regarde, on va à la mairie, tu lui feras un bon gros bisou. Tu vas même vivre un peu avec elle avant, comme ça, en fait, l'amour, on faut qu'on ressente l'amour. Comme ça sera pas grillé. Ça, c'est une réalité. Ça s'est passé, et je pense que ça se passe même encore un petit peu. Sauf que, contrairement à nos amis algériens, les petites asiatiques du sud-est, elles, viennent pas juste pour la CAF, la carte vitale et rester à la maison de là-bas. Elles viennent pour apprendre la langue, bosser et fonder elles aussi une famille. Faut vous dire qu'à l'époque, quand elles arrivent en France, certaines d'entre elles ne connaissent même pas l'électricité. C'est vous dire le niveau de misère qu'elles ont connu. Donc, tu vois, elles voient un interrupteur, elles appuient dessus, il y a de la lumière. Tu vois, elles comprennent pas. Vous imaginez l'état d'esprit dans lequel elles sont. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une vie parallèle qui se crée. Donc il y a la vie qui se passe aussi dans les pays et la vie en France avec les commerces. Et la deuxième chose qui se passe en même temps, c'est que Kelly et toute sa génération sont devenus adultes et se sont maqués et ont eu des enfants. Et là, c'est comme dans Question pour un champion avec le Joker. C'est le 50-50. La moitié avec des gens de la communauté asiatique et l'autre avec des Français. Donc c'est là que les premiers métis, comme moi d'ailleurs, vont arriver, la génération fin 80 et années 90. Kelly, pas conne, elle a appelé son enfant avec un prénom bien français, et par contre, elle, vu qu'elle a eu plein de traumas, elle va éduquer bien différemment son enfant. Donc déjà, il y a des thunes. Eh oui, c'est le grand changement, c'est qu'on est passé d'une grande pauvreté, et maintenant qu'il y a des commerces, et en plus les commerces marchent, il y a des thunes. Donc vu que Kelly, elle a connu la faim, la vraie, qu'elle a toujours été mal sapée et qu'elle a galéré toute sa scolarité, elle va vouloir tout l'inverse pour ses enfants. Mais attention, avec toute la fermeté et la sévérité asiatique qu'on leur connaît. Il faut pas déconner. Elle veut sortir du schéma familial, mais elle peut pas échapper à tout. Il y a quand même quelques petits ruissellements qui s'opèrent. Donc l'éducation va être stricte et autoritaire, et elle va passer par une constante primordiale, l'école. Tu vas être comptable, ma fille. Dois bien travailler à l'école, sinon maman te casse ton gueule. Même tarif pour les garçons. Hein.
Toi, tu es ingénieur ou chirurgien, sinon toi, merde. Donc c'est pour ça que, si vous êtes de ma génération, c'est pour ça que... c'est pour ça que tous les Asiatiques étaient des tronches, en fait. T'avais pas le choix. En fait, t'étais une giga merde si tu ramenais pas des 18 sur 20 à l'école. 18, c'était quoi la moyenne de tout le monde? 17, t'es une merde. Il y avait une putain de pression des parents derrière. Par contre, si les notes suivaient, ça régalait. Les parents n'étaient jamais là, car toujours à bosser. Donc, on a eu peut-être ce manque affectif, ce manque de moments de partage, mais on a manqué de rien. En soi, matériellement parlant, on a manqué de rien. Et c'est notre petit trauma à nous, hein, ceux de ma génération. On n'a pas partagé grand-chose avec nos parents. Ils étaient trop occupés à gérer 10 000 trucs à la fois et ils nous ont laissé prendre de l'autonomie très rapidement. Donc, pour compenser ça, on a eu le droit à tout, si tu veux. C'est pour ça que les mecs sont devenus d'énormes geeks, parce qu'ils avaient droit à toutes les consoles et à tous les PC dernière génération, et c'est pour ça que les meufs sont devenues des putains de princesses. Qui aiment porter des vêtements de luxe et faire des mariages à 50 000 € et partir en voyage aux quatre coins du monde. Oui, je sais, c'est un énorme cliché, on n'est pas tous devenus comme ça, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Et c'est ce qui, je pense, a marqué une scission dans la communauté asiatique. On s'est fondu bien comme il faut dans la masse, à tel point que maintenant, quand tu croises un asiatique 30-quarantenaire, tu as plus autant d'affinité que ça avec lui. Il est purement occidentalisé, il est purement français. Il a un peu la peau bronzée, mais sans plus. À titre personnel, il y en a que je ne peux pas blairer parce qu'ils se sont tellement bien intégrés qu'ils sont devenus des putains de petits gauchos de merde prêts à sucer toutes les bites du monde pour bien se faire voir. Et ça, c'est la pire race. Je les mets au même niveau que les éléphistes, en fait. Et d'ailleurs, ils votent LFI. Attends, mais c'est quand même grâce à la France qu'on en est là. Je vais pas voter à droite, ils vont nous renvoyer chez nous. Mais espèce de mongol, tu parles comme un arabo-musulman en fait là. Il y a personne qui va te renvoyer chez toi, t'es né en France, tu t'appelles Kevin, t'es propriétaire de ton appartement avec un diplôme en finance, fils de pute. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tes parents et tes grands-parents, ils se sont crevés le cul pour que tu te prostitues en fait? Tu crois qu'ils ont fait quoi quand ils sont arrivés? Tu crois qu'ils ont attendu que les aides tombent du ciel? Tu crois qu'ils ont voulu imposer le bouddhisme aux Français? Alors oui, ils ont ouvert des commerces comme les kebabs et les boucheries halal. Par contre, eux, ils n'ont jamais fait d'histoire. Et ils ont éduqué leurs enfants. Et c'est ça le cœur du podcast aujourd'hui, les amis. C'est ça que je veux vous expliquer parce que, hormis cette bande de pédales d'enfants asiatiques, la plupart sont, comme une bonne majorité des Français, ils en ont plein le cul. Et comme je le répète, podcast après podcast, ils en ont pas plein le cul des Arabes. Je viens de vous expliquer qu'il y a peu de choses près, on avait la même histoire. Ils en ont plein le cul des Maghrébins qui n'ont aucune reconnaissance envers la France et qui lui chient dessus à longueur de journée. C'est pour ça qu'au fil des épisodes, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a plein d'Arabes et plein de musulmans qui ont fait exactement comme les Asiatiques, qui se sont battus pour survivre, qui ont tout fait pour s'intégrer et qui ont tout fait pour que ça se passe bien. Mais tous ceux-là sont effectivement silencieux, car discrets, et prennent beaucoup de moins de place que ces énormes fils de pute qui pissent sur la fleur de lys. Qu'est-ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure? Il y a eu la guerre, il y a eu exil, puis il y a eu résilience. Il y a eu plusieurs générations d'Asiatiques, tout comme il y a eu plusieurs générations d'Arabes. Je vous ai pointé toutes les différences de développement de chacune de ces communautés. Mais in fine, 100% des Asiatiques se sont intégrés et peut-être 50% des musulmans. Là est la différence. Regarde, t'en vois beaucoup de pagodes toi en France? Les pagodes, c'est les lieux de culte pour les bouddhistes. T'arrives à me citer où se trouvent les mosquées parce que t'en as une chier, mais est-ce que t'arrives à me dire où sont les pagodes en France? Quelle communauté a donné des prénoms chrétiens à ses enfants? Qui aime taper des gros barbecues et boire des riflons, du rosé à OP Côte de Provence, cave de Ramatuelle, du Vionnier et du Saint-Jean? Qui aime la gastronomie et la culture française? Qui adore le porc et en propose au caramel, dans les nems ou dans les hacao? Qui aime tellement la bouffe française que les restaurants asiatiques et même les restaurants français maintenant proposent de la cuisine fusion? Qui a ouvert les buffets à volonté et qui a permis aux plus pauvres de pouvoir manger et se péter le bide pour 12 balles? Quelle communauté brûle et pille quand il y a défaite de l'Algérie à la Coupe du Monde de foot? Et quelle communauté porte un maillot bleu et saute de joie quand Mbappé met un doublé? Qui n'hésite pas à rentrer dans une église et s'émerveiller des racines chrétiennes, de l'architecture?
de tout ce qu'il y a, de l'encens, de la nef, des vitraux. Quelle communauté étrangère fête Noël? Quelle communauté étrangère tente d'imposer sa religion alors que l'autre se base sur une philosophie qui t'explique que tu dois d'abord vérifier par toi-même ce que Bouddha a dit? Quelle communauté étrangère a vu ses enfants intégrer des grandes écoles, alors que pourtant, elle aussi était dans les banlieues? Quelle communauté remercie aujourd'hui la France pour la chance qu'elle lui a donnée, pour avoir sorti ses grands-parents de la guerre et de la misère, et, euh, et leur permettre d'avoir un second souffle, d'avoir une nouvelle chance? Bon, ça va, je vous fais un PDF en plus du podcast ou vous avez capté le délire? Excusez-moi, faut que je prenne une petite gorgée d'eau. Donc maintenant, on est d'accord pour dire que vous, fils d'immigrés asiatiques, vous la kiffez la France. Vous avez envie de la défendre. Il nous a tout donné ce pays ou non? Alors oui, aujourd'hui il part en couille complet, mais pourquoi il part en couille à votre avis? Est-ce que, sincèrement, au plus profond de vous-même, vous pensez que voter à gauche va redorer notre blason, va nous redonner du pouvoir d'achat et va sincèrement défendre nos intérêts? Rappelez-vous, rappelez-vous de comment vous en êtes arrivé là et soyez bien conscient de qui veut protéger vos intérêts. Ce n'est pas parce que vous êtes issu de l'immigration que ça doit être encore la porte ouverte en 2026 et a fortiori en 2027 parce qu'on approche des présidentielles. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le futur président de la République, le dernier. Vous pouvez aller l'écouter, vous verrez, vous allez bien vous marrer, vous allez comprendre pourquoi vous allez être amené à voter pour ce président-là et pas un autre. Bon, ça a changé tout ça, les amis. On a changé de paradigme. Ce qui était valable à l'époque de nos grands-parents ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des Cambodgiens, des Laotiens, des Vietnamiens, vous êtes des Français. Et j'en appelle à penser pareil aux musulmans qui se retrouvent dans ce discours. Vous êtes Français avant tout. Votre pays, vos origines sont importants, mais concrètement, qu'est-ce que vous a donné votre pays à part la guerre et une culture, certes faite de belles choses, hein. Il y a aussi plein de trucs stylés dans la culture arabo-musulmane, comme dans les cultures d'Asie du Sud. Mais bon, à part ça, que vous a donné votre pays d'origine? Rien. Qui vous a tout donné? La France. Bon, pardon les amis, je me suis un peu emporté. Non, mais c'est que ça me tient à cœur tout ça. Vous l'avez compris, j'aime trop ce pays. J'aime trop ce pays pour le voir péricliter en fait. D'ailleurs, il y a un truc marrant qui se passe récemment. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous disais que les grands-parents avaient acheté des terrains et transféré des fonds sur leur terre natale. Pour y être allé, je vous jure que c'est vrai, aujourd'hui, les Cambodgiens de ma famille vivent mieux que la majorité d'entre nous en France. En fait, avec les thunes et la différence de pouvoir d'achat, nous, on est content quand on a 70 mètres carrés et un balcon. Eux, ils sont dans des putains de villas, en fait. Ils sont devenus rentiers, ils ont même plus besoin de travailler. Alors, est-ce que pour autant, nous, les enfants, on a envie d'habiter là-bas et de s'expatrier? Bah non. J'ai des membres de ma propre famille qui ont tenté l'expérience. Et vous savez quoi? Bah là, ils reviennent en France. Et ouais. Bah oui, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur identité culturelle. C'est en France qu'ils ont grandi. Elle est là, leur culture. Comme dans chaque podcast de la Matrice, je livre une prophétie vers la fin de l'épisode. La voici pour aujourd'hui, la prophétie numéro 11. La voix des enfants immigrés asiatiques va prendre de plus en plus de place dans le débat politique français. Toute cette prise de conscience de notre histoire et de notre attachement pour la France est de plus en plus importante aujourd'hui. Les Français font face à une tentative de grand remplacement de leur pays. Il y a une forme de volonté de nier les racines du pays de Clovis, qui, je le rappelle, se fonde sur le christianisme. Dieu de Clotilde, sa femme donc, si tu me donnes cette victoire, je me ferai chrétien. Nous sommes dans un pays chrétien. Regardez ne serait-ce que l'architecture, les édifices, les églises, les jours fériés et les traditions. On voit d'ailleurs de plus en plus d'Asiatiques porter des croix et se rapprocher de la chrétienté. Non pas parce ils se sont mis soudainement à croire en Jésus-Christ, mais par signe d'alliance, par signe de soutien envers la lutte qui s'organise pour que la France ne se fasse pas coloniser à son tour. Parce que c'est ça qui se passe, hein. Aujourd'hui, tu demandes à une femme dans la rue si elle est fière de ses origines, si elle est fière de sa couleur de peau, une femme blanche, elle hésite, elle bégaye. Elle commence à avoir honte d'être blanche. Parce qu'en fait, on a tellement mis dans la tête à ces nanas que le wokisme, que on a été des grands méchants qui ont colonisé, que maintenant, bah, en fait, il faut avoir honte de notre propre identité culturelle. On vit dans un monde de tarés, en fait.
Et donc, euh, bah ça, c'est pas bon, en fait. Faut que ça change. Il faut qu'on retourne à nos racines, à notre fierté. Et donc, c'est pour ça que tu as aussi des Asiatiques qui, c'est pas qui se convertissent, mais en tout cas qui se reconnaissent dans les valeurs chrétiennes et donc qui se mettent à porter des croix, à avoir des chevalières, à se faire des tatouages et à prendre un peu plus la parole. Et ils font aussi ça parce qu'ils ont plein le cul du racisme qu'eux-mêmes subissent. Oui, parce que ça, faut en parler, les amis. Bon, à part quand j'étais môme et que mes potes français me traitaient de bol de riz, et honnêtement, c'était plutôt un surnom affectif qu'autre chose, je n'ai jamais eu, moi et mes proches, non plus d'ailleurs, d'insultes à caractère raciste de la part des Français. Par contre, on en a eu d'une certaine communauté. Une certaine communauté, encore aujourd'hui, a des gestes, a des paroles empreintes de racisme et de clichés. Donc ça, c'est plus possible en fait. On ne peut pas demander aux Blancs de ne pas discriminer euh, quand on fait pareil avec les autres. C'est pas possible, ça marche pas. Et ça commence à nous faire vriller en fait. Nous aussi, ça commence à nous péter les roustons. C'est aussi pour ça, en plus des agressions et des vols et de tous les délits perpétrés à notre encontre, qui font que de plus en plus d'Asiates sont en train de s'extrémiser. Il y en a ras le cul en fait. On s'allie déjà avec les Français parce que nous aussi on est Français. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, mon cher Kevin, toi qui votais les filles, s'il te plaît, il est grand temps de prendre la pilule rouge. Oui, elle a un petit goût de Buffalo Clack et de Saint-Émilion. C'est normal en fait. Elle t'a rappelé d'où tu venais et pourquoi t'es tout bien là maintenant. Elle va te sortir de la matrice pour te remémorer qui t'a nourri, qui t'a choyé et qui t'a éduqué. Et n'oublie pas, mon cher Kevin, toi qui veux voter pour un parti d'extrême gauche, proche du communisme, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'exil de tes grands-parents? Est-ce que ça serait pas le communisme? Est-ce que c'est pas le communisme qui a engendré la guerre au Vietnam? Est-ce que ce n'est pas Pol Pot, sous couvert du communisme, qui a massacré la population cambodgienne? Donc, sachant tout ça, pourquoi tu veux voter pour Mélenchon? Alors tu vas remettre le clocher au centre du village, mon garçon. Déjà, tu vas aller faire un peu de sport. Regarde, le trail est très en vogue en ce moment. Tu vas aussi aller faire un petit tour à la salle parce que là, ton taux de masse grasse est trop élevé. Ça va te remettre en forme, te donner de la dopamine et rééquilibrer un peu ta testostérone parce que je suis désolé, mais là, tu es en train de devenir une lavette. Oui, je te le dis, là, les Kelly, elles te regardent même plus. T'es tout gras, t'es luisant, tu t'abrutis sur LoL, Valorant et sur Twitch, tu sens de la bite et t'es en train de te gauchiser pour plaire à des nanas qui te méprisent. Donc là, tu te réveilles. Sinon, j'appelle ta mère et je lui demande de prendre la paire de baguettes en métal. Ou j'appelle tes oncles. Ils font de la boxe mais et ils vont te mettre une série de kicks dans les cuisses et des patates dans ton gros ventre tout gras, là. Ça va te réveiller. Oh, bordel, un peu de tenue, merde, un peu de respect. T'as mangé combien de tacos et de testi croustis, moi-ci? Comment ça, tu sais pas faire un bœuf aux oignons? Comment ça, tu sais pas faire un feu? Bon, t'as tout oublié? Faut tout reprendre, là. Bon, les amis, je vous laisse vous occuper des Kevin. Moi, j'ai Kim, ma comptable, qui m'appelle. Apparemment, il y a un écart de 3 000 € en espèces sur le dernier bilan. J'ai oublié d'acheter le saké avec l'argent du black pour que ça passe à travers. J'en oublie les traditions, excusez-moi. Madame, monsieur, c'est la fin de l'épisode. Mettez 5 étoiles sur le podcast, mettez le petit pouce bleu et partagez avec toute la communauté asiatique. Les amis, merci de me soutenir avec des likes, des abonnements et des commentaires. Ça fera remonter l'épisode et le podcast dans les algorithmes. Et peut-être que ça sauvera des Kevin de voter les filles. Je vous salue bien bas, les deux mains jointes en forme de prière. Pour vous et pour notre pays. C'était Oracle. À la semaine prochaine. Vous pouvez sortir de la matrice.